Bonjour Nicolas Ancelin, je suis ravi de vous rencontrer pour parler d'un livre qui va être publié par les éditions Pierre de Taillac, voilà, que je connais bien et qui est un garçon sympathique et qui fait des livres innovants. Et là, il innove encore une fois. Je pense que c'est vous qui lui avez amené l'idée d'ailleurs. Oui, absolument. C'est de republier un livre américain qui a eu une importance historique très grande dans l'histoire de l'armée américaine, dans l'histoire du dessin américain. C'est Sur le front. C'est un livre de Bill Mauldin, qui est un immense dessinateur de presse, mais un immense caricaturiste, qui a eu 2 fois le prix Pulitzer. On va en reparler. Mais son livre Sur le front, ça a fait date. Parce que, comme on le disait avant de commencer, c'est une façon de voir la guerre qu'on n'avait jamais vue pendant toute la guerre. Il va dessiner pendant toute la guerre. Mais avant de parler de son travail, qui est Bill Mauldin ? Alors, Bill Mauldin, c'est un personnage très intéressant et très symptomatique de cette Amérique des années d'avant-guerre et puis de la guerre. Bill Mauldin, il vient d'une famille très pauvre du Nouveau-Mexique, de ces familles qui ont été ruinées par la Grande Dépression de 1929, et qui sont à la limite de la pauvreté et qui survivent dans un état dans la ruralité du Nouveau-Mexique. Oui, il vient de cette famille. Les raisins de la colère, quoi. Les raisins de la colère, c'est exactement, moi ça m'a fait penser tout à fait à ça. C'est un personnage de Steinbeck vraiment très emblématique et qui va avoir une success story incroyable. C'est ça aussi, c'est cette trajectoire personnelle avec ce qu'il apporte en tant que dessinateur. Et donc, il vient d'une famille qu'on qualifierait aujourd'hui de dysfonctionnelle, hein, avec une mère malade mentale, un père alcoolique, agité, sanguin, et puis qui va de petit boulot en petit boulot. Et lui, Bill Mauldin, il se trouve que c'est un enfant surdoué, un génie. Ça sera confirmé quand il passera les tests et qu'il rentrera dans l'armée. Il se qualifie avec 140 de QI. Donc il est vraiment très au-dessus de la moyenne. Donc tout petit déjà, il commence à faire à lire des livres, il apprend quasiment à lire tout seul, il est le premier de sa classe dans son village perdu. Son frère Sid est tout à fait l'inverse, c'est un grand costaud d'1,80 m à 15 ans et qui est quasiment illettré, mais un as de la mécanique. Oui, Bill Mauldin, parce que c'est important pour la suite, pour la guerre, c'est qu'il est malingre, il est vraiment maigre et il est presque difforme. Il a souffert de rachitisme, hein, de manque de carence de vitamine D pendant sa croissance, ce qui fait que lui-même, il a beaucoup d'autodérision aussi, parce qu'il se qualifie lui-même de petit malingre avec des oreilles en plus décollées comme les portes grandes ouvertes d'un taxi. Voilà, bon. Donc c'est vrai qu'il n'a pas vraiment le profil du combattant américain tel qu'on peut l'imaginer et tel que Hollywood l'a ensuite popularisé dans beaucoup de films. Mais donc, il sort de cette famille assez pauvre et à 15 ans, avec son frère, il décide que l'ambiance à la maison est plus supportable. Ils bricolent une vieille Ford T qu'ils ont récupérée dans un coin et ils partent en direction de Phoenix, commencer une nouvelle vie. Ils gardent des liens avec leur famille, mais en tout cas, ils essayent de tenter leur vie tous les deux parce que malgré leurs grandes différences, ils s'entendent très bien. Les 2 frères s'entendent parfaitement bien. Bon, ils vont se perdre dans les montagnes et dans le désert du Nouveau-Mexique, attraper des serpents à sonnette, se bagarrer avec les gamins et les bandes du coin. Enfin, c'est pas seulement un intellectuel, Bill Mauldin, c'est aussi un gars du terrain. Et il raconte d'ailleurs, toujours avec son humour, que sur cette fameuse montagne du Nouveau-Mexique, il a participé à plus de bagarres que tous les autres gamins réunis et il les a toutes perdues. Donc c'est un gars qui a dû sûrement apprendre à recevoir des coups, à en donner aussi, et voilà. Mais il a cette gouaille, cet humour, cette truculence qui fait qu'un de ses professeurs, d'ailleurs, lui dira, parce qu'il va quand même à l'école, hein, oui. il va assez longtemps à l'école, et un de ses professeurs lui dira un jour, Mauldin, vous êtes un trublion, et si vous arrivez à en faire un métier, vous serez millionnaire.
Eh ben, c'est exactement ce qui lui est arrivé. Donc son métier, il fait des petits boulots, je crois qu'il dessine des pin-ups sur les roues de secours. Ça, c'est assez drôle. Bon, qu'après, voilà. c'est un peu hors des conventions de l'époque, donc il va arrêter. Mais ça montre sa passion pour le dessin. Très jeune, il a toujours voulu dessiner, il a toujours dessiné, il s'est baladé partout avec un carnet de croquis, et quand il arrive à Phoenix avec son frère, il y va pour continuer ses études. Donc il fait aussi il suit des cours de dessin par correspondance, etc. Et puis, il faut quand même faire des petits boulots. Donc, effectivement, sur les protections des pneus de voiture, qui sont des belles toiles, eh ben, il a l'idée de dessiner des pin-ups. Ça marche tout de suite. Tous les gens de Phoenix veulent une pin-up de Bill Mauldin, jusqu'au jour où les policiers disent « bah non, ça contrevient à un arrêté contre l'obscénité, et il doit... la légende raconte qu'il a dû, sur certains, redessiner des maillots de bain. Il y a beaucoup de légendes avec Bill Mauldin. Il y a beaucoup de légendes. Donc s'il continue à faire des dessins, il envoie ses dessins dans les journaux, mais évidemment, ça ne marche pas. Plusieurs milliers, d'après ce que j'ai vu. Voilà. Plusieurs milliers. Et la solution pour ne pas crever de faim, finalement, c'est de rejoindre la garde nationale. Voilà. Alors, entre-temps, il a quand même continué aussi ses études grâce à une grand-mère qui lui a fait quand même un prêt de $500, qui était une somme très importante à l'époque, pour suivre des cours à l'Académie des Beaux-Arts de Chicago. Donc, il va à Chicago, là, tout seul. Non, je crois qu'il y a son frère qui est avec lui à Chicago. Et là, de nouveau, une vie très dure. Il fait la plonge dans un restaurant, il suit les cours dans la journée, et il s'oblige à dessiner tous les soirs 10 dessins avant d'aller se coucher, qu'il envoie le matin même aux journaux. Et c'est là où ils sont tous refusés, sauf quelques-uns qui payent à peine le prix des timbres. Et donc, en 1940... un de ses amis le convainc parce que vraiment il crève de faim, et il dit qu'il avait besoin quand même de faire 2 repas par jour au minimum. Donc un de ses amis, il aimait bien tout ce qui était un peu physique justement, arrive à le convaincre de rentrer dans la garde nationale d'Arizona. Et donc il signe pour s'engager dans la garde nationale d'Arizona. Sauf que la guerre arrive, et que son régiment, enfin oui c'est un régiment, la garde nationale va être versée dans l'US Army, et là il va, alors je ne sais pas exactement, peut-être que vous savez comment il réussit à devenir le dessinateur du régiment, le dessinateur du journal du régiment, puisque en Amérique les régiments ont des petits journaux, voilà. Avant de passer plus loin, on va en parler, mais lui il devient, il n'est pas combattant, mais il dessine dans le journal, et il va avoir un succès très rapide. Exactement. Il est donc... Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand il s'engage dans la garde nationale, il n'y a pas d'examen physique. Et la chance immense qu'il a, c'est que 4 jours après son incorporation dans la garde nationale est intégralement versée à la 45e division d'infanterie. Et il n'a pas à passer les tests physiques. Oui, sinon il n'aurait pas été pris. Il n'aurait pas été pris. Donc il se retrouve dans la 45e d'infanterie, qui est une division assez particulière dans l'US Army, parce qu'elle est très diverse sur le plan ethnique. Il y a beaucoup d'Afro-Américains, beaucoup de Mexicains et beaucoup de First Nations, les Indiens d'Amérique. Donc il est déjà très sensibilisé à cette diversité. Et il arrive effectivement, le journal de la 45e division est un petit journal qui est tenu par d'anciens journalistes, qui est pas mal fait, et il arrive à se débrouiller pour être à mi-temps dessinateur dans ce journal. Ce qui fait qu'il suit quand même l'entraînement du fantassin de base, à moitié du temps, et le reste du temps, il dessine pour ce journal. Et on s'imagine même qu'il profite de sa formation de fantassin pour récupérer des dizaines et des centaines d'anecdotes, Absolument. De portraits, de mots, parce qu'on va en parler aussi des légendes de chaque dessin. Il va se nourrir sans cesse de l'expérience combattante, lui, pour faire des dessins. Ça va être son carburant en permanence. C'est ça. C'est ça, donc il arrive dans cette division, il suit pendant un bon moment la vie traditionnelle du fantassin de base, et puis quand cette division est envoyée en Italie, il est parmi les premiers soldats américains à prendre pied en Europe avec l'invasion de la Sicile, qui est son baptême du feu, et qui est, contrairement aussi à l'image qu'on a, la Sicile, on n'en parle pas quasiment, bon, c'est une formalité. Alors c'est vrai que l'avancée américaine est très rapide en Sicile, mais il y a des combats très meurtriers, et notamment la côte 335 qu'ils ont appelé dans leur jargon le Bloody Ridge Hill,
Bloody Ridge, où il y a des combats très sanglants, et là, ça le marque, il devient vraiment un soldat d'infanterie. Voilà. Et puis après, donc, il participe à toute la campagne d'Italie. Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'il est dessinateur, mais il va au front. Il n'est pas à l'arrière. C'est-à-dire qu'il est dans les combats. Il va être blessé, je crois, à Monte Cassino. Absolument. C'est pas un embusqué. C'est pas un journaliste de l'arrière. Absolument. Et après, il aura une méthode, quand il aura acquis une plus grande légitimité en travaillant pour le grand quotidien de l'armée qui s'appelle Stars and Stripes, où là, il pourra faire à peu près ce qu'il veut. Sa méthode, c'est d'être avec les hommes sur le terrain, de faire provision d'anecdotes et de rentrer quelques jours à l'arrière, dessiner, finaliser ses dessins et les envoyer pour publication. Donc il est très apprécié des simples soldats parce que justement, ils partagent leur quotidien. C'est pas un planqué, c'est justement ça. C'est ce qui fait ça. Il est apprécié des soldats parce que ses dessins mettent en scène, quasiment à chaque fois, il y a quelques exceptions, hein, mais elles sont rares, deux personnages, deux troufions. Le mot anglais c'est difficile à traduire. Hein, c'est très difficile à traduire. C'est Dogface, c'est ça. Donc Dogface, tête de chien, mais en français, il n'y a pas d'équivalent. Donc vous appelez ça des troufions dans le livre, effectivement. Il y a deux personnages qui vont revenir quasiment à chaque fois. C'est ça, Willie et Joe. Il invente ces deux personnages qui sont deux copains. Et pour revenir au Troufion, c'est vrai que dans la traduction du livre, j'ai beaucoup hésité. Est-ce que j'allais varier, parce qu'on pourrait traduire ça aussi par biffin, troupier, deuxième pompe. Enfin, il y a des tas il y a même grognard aussi qui correspondrait pas mal. Et celui qui correspondrait presque encore mieux, c'est poilu. Voilà, les poilus. Mais c'est tellement chez nous connoté guerre de 14-18 que voilà, j'ai choisi Troufion, mais c'est ça, c'est le soldat de base. Le Troufion, dans l'infanterie, c'est vraiment le prolétariat de l'infanterie. C'est le sans-grade, c'est la chair à canon. Et il va être vraiment proche de ces hommes-là. Et il va partager leur expérience, il va voir comment ils vivent. Et à ce contact, il va développer un sens très aigu de l'observation, parce que c'est un type très, très fin, très, très intelligent. Et il va prendre leur défense. Il va, pour la première fois, mettre l'infanterie, et ça c'est très important aussi, au premier plan dans les journaux. Alors, pas seulement dans le journal de sa division, parce que là, ça serait un peu légitime, mais progressivement, par le fait qu'il adhère à un syndicat de dessinateurs, ces dessins commencent à partir d'avril 1944, c'est-à-dire il est déjà sous les drapeaux depuis un moment, puisqu'il s'engage en 1940. Mais à partir d'avril 1944, ces dessins commencent à être diffusés dans la presse aux États-Unis, qui reprennent des dessins et qui les publient avec la lettre alors dans des petits magazines, des petits journaux du Nevada, de New York, un peu partout aux États-Unis. Et puis, ça fait tache d'huile, ces dessins ont du succès parce qu'ils montrent quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Oui, parce que c'est un système qui est différent de la France. C'est-à-dire qu'il y a le système de la syndication aux États-Unis, qui est une espèce d'agence télégraphique de dessin qui en envoie à tous ses abonnés. Donc ça peut être publié quelquefois dans des milliers de journaux différents. Et donc ces dessins sont plus seulement vus par les Dogface, par les Troufions, mais vus par la totalité de la population américaine. Voilà. Et il va montrer la guerre d'une façon qu'on ne l'avait jamais vue encore. Voilà, il va montrer vraiment le quotidien des soldats, ce à quoi les Américains n'étaient pas du tout habitués, c'est-à-dire des types qui, au bout de quelques jours en première ligne, ressemblent à des clochards. Voilà, c'est-à-dire des casques cabossés, des uniformes déchirés, mal rasés, les traits tirés, enfin la vraie guerre. La vraie guerre. Et ça, y compris auprès du public américain, ça ne va pas passer tout seul. C'est-à-dire que le biographe de Moldin dont je parle dans la préface que j'ai fait, que j'ai voulu un peu étoffer justement, et qui est une longue préface. Qui est une longue préface, raconte très bien qu'il a fait des recherches auprès de ces journaux qui ont commencé à publier ces dessins pour voir s'il y avait eu des réactions parmi les lecteurs. Et il a trouvé dans le courrier des lecteurs, au début de l'année 1944, des lettres venant
essentiellement de femmes qui étaient des mères de soldats, des femmes de soldats, des sœurs de soldats, qui écrivaient au journal en protestant contre les dessins de Moldin, en disant mon petit ami ne ressemble pas, mon mari ne ressemble pas à ça, mon fils ne ressemble pas à ces clochards qu'on nous montre, c'est un soldat américain propre sur lui, bien habillé, il n'est pas du tout comme ça. Et puis progressivement, comme il y a quand même un turnover avec des soldats américains qui rentrent du front pendant la guerre, hein, qui sont soit blessés, soit parce qu'ils ont toujours eu un problème d'effectifs, mais il y en a quand même qui rentrent et qui, eux, se reconnaissent. Qui, eux, disent non, la vraie guerre, c'est celle que montre Bill Moldin. On est fatigué, on fait tout pour picoler, pour trouver à boire, parce que l'armée américaine, il n'y a pas d'alcool. Ça aussi, c'est un grand problème. Et d'ailleurs, ça sera un des mérites de Moldin que de faire évoluer l'armée américaine et de faire accepter le principe que ils pourront boire un petit peu après son passage dans l'armée, parce que ça a fait... Mais les Français avaient des rations de vin, les Allemands avaient du schnapps, les Anglais avaient... L'armée américaine, ça devait être un des restants de la prohibition. C'était un endroit où on ne devait pas boire, officiellement. Ce qui faisait que... Bien sûr qu'ils buvaient, mais ils buvaient n'importe quoi. Oui, puis ils se faisaient eux-mêmes leur alcool. Il y a un dessin comme ça où ça raconte ça, justement. Ils distillent eux-mêmes dans des conditions qu'on imagine. Hein. Voilà. Une vieille piquette qui doit rendre aveugle ou des choses comme ça, quoi. L'éclair blanc, ils appelaient ça. Certains appelaient ça. Donc on va parler aussi des dessins, on va les commenter un peu. On va finir sur la vie de Moldin, parce qu'il a quand même une longue vie. Oui. Et une vie après la guerre qui est pareil, qui est presque aussi insensée que sa vie pendant Absolument. La guerre. Alors il y a quand même une chose qu'il faut rajouter sur son passage sous les drapeaux, c'est que on peut se demander pourquoi des dessins aussi irrévérencieux ont été publiés et ont été, y compris puisque à partir de janvier-février 1944, il rejoint Stars and Stripes, qui est diffusé à la fin de la guerre à 1 200 000 exemplaires, avec des dessins quand même assez irrévérencieux, assez insolents par rapport à la hiérarchie, aux officiers, etc. Pourquoi est-ce que l'armée américaine a toléré ça, a toléré ce que ça soit diffusé dans la presse aux États-Unis? Il y a quand même une raison très précise, c'est qu'à partir du début de la campagne d'Italie, à partir du mois de septembre-octobre 1944, quand les Alliés prennent pied en Italie et commencent cette terrible, très longue et très coûteuse campagne d'Italie, ils se rendent compte que les plans du haut commandement américain, du ministère de la guerre et du bureau ovale à Washington, les grosses têtes qui pensaient à la stratégie américaine qui avait commencé déjà dans les années 30, se rendent compte que l'infanterie va être indispensable et que la guerre va être longue et va encore durer très longtemps. Et que donc il faut préparer l'opinion américaine à ce que l'infanterie joue un rôle, ce qui n'était pas du tout le cas. Pendant des années, ils avaient pensé que les bombardements stratégiques, l'artillerie à très longue portée, les blindés feraient le gros du boulot et que ce qu'on avait vu en 14-18 avec ces vagues de fantassins, ces énormes masses de fantassins chargeant face à des mitrailleuses, on n'aurait plus besoin de ça. Alors, même si il n'y a pas eu les mêmes hécatombes qu'en 14, qu'en 16, 17, 18. L'infanterie a joué un rôle déterminant. Oui, et on peut en parler maintenant. C'est que même quand la hiérarchie, notamment le général Patton, même quand la hiérarchie, notamment le général Patton, essaye de faire partir Moldin, de l'interdire de publier, même Eisenhower lui explique que les soldats ont besoin de ces dessins, parce que ces dessins leur donnent le moral, leur redonnent confiance, leur redonnent aussi une image d'eux-mêmes qui n'est pas une image dévalorisante, mais qui est une image drôle, pleine d'énergie et surtout pleine d'humanité. Exactement. C'est aussi pour ça qu'il va pouvoir prospérer et continuer à publier. Mais vous faites bien de rappeler qu'il ne va pas prospérer sans opposition. Et dès qu'il arrive en Italie, il y a vraiment deux courants. Il y a des officiers qui veulent l'interdire de dessiner parce qu'ils considèrent que ça démoralise les troupes, que c'est irrespectueux, que c'est inacceptable de montrer les officiers comme ça. Il y a ceux qui le protègent,
Et donc, ça va être sans arrêt ça. Alors, je ne sais pas si on aura le temps d'en reparler, mais justement, le summum de ça, c'est ses relations avec Patton. Parce que autour de la personnalité de Patton et de Moldin, on est vraiment sur les deux. On a un gamin roublard, rusé, plein d'humour, et on a le général emblématique de l'armée américaine, à cheval sur la discipline. Et donc, dès que les dessins de Moldin tombent sous les yeux de Patton, et ça arrive dès la campagne de Sicile, il fait tout pour l'interdire de dessiner. Oui, il y a une rencontre, vous racontez dans votre préface la rencontre entre Patton et Moldin, où il est convoqué au QG de Patton au Luxembourg. Et là, Moldin va faire profil bas, mais finalement... Ah non, il va se jouer. Il va se jouer, voilà, il y va... Il y va avec un journaliste, il prépare ça comme un complot avec son copain Will Lang de Time Life. Mais ça, c'est la deuxième manche. La première manche, c'est que quand Patton essaye en Italie de faire interdire ses dessins, il va trouver Troy Middleton, qui est le patron de la 45e division, et il lui dit « Tu interdis à ce dessinateur de continuer à dessiner, c'est inacceptable. » Et Troy Middleton, qui considère, lui, qui protège Moldin depuis longtemps, lui dit « Mais pas du tout, si je fais ça, je vais avoir une mutinerie sur les bras. » Patton lui dit « J'en ai rien à faire, tu interdis ce... » Et Middleton a la bonne idée de lui dire « Eh ben, tu me mets cet ordre-là par écrit. » Et ça n'arrivera jamais, parce qu'entre-temps, Patton va avoir la fameuse histoire où il va gifler des soldats blessés dans un hôpital de campagne en Italie. Ça va faire tout un pataquès aux États-Unis. Il va être rappelé et en quelque sorte relevé, pas officiellement, de son commandement. Et donc, ça sauve Bill Moldin, il est sauvé par le gong, on va dire. Et puis après, quand il revient... en odeur de sainteté après le débarquement, qu'on lui confie la 3e armée, la percée en Bretagne, etc. Bon, de nouveau, il est confronté à Bill Moldin, et il y a cette fameuse rencontre au Luxembourg qui est hilarante, parce que Patton avait l'humour d'un char d'assaut, c'était pas vraiment son fort. Mais ça, il faudra lire votre préface, parce que c'est bien raconté, c'est vraiment très drôle. Donc après la guerre, Bill Moldin va publier donc, le livre qu'on évoque depuis tout à l'heure, Sur le front, Up Front, et il va avoir le prix Pulitzer. Pour l'ensemble de son travail, il y a un dessin qui va être un peu symbolique, on va le montrer tout à l'heure, mais c'est le plus jeune récipiendaire du prix Pulitzer, il a 23 ans. C'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Il n'y a pas eu de plus jeune. Ce qui est insensé, et il va continuer à dessiner, mais il va aussi il va avoir un second prix Pulitzer. Exactement, parce qu'il s'est toujours, sachant d'où il venait, ayant lui-même été souvent humilié, souvent rabaissé, souvent confronté à des gens plus puissants que lui, auxquels il a toujours tenu tête, dès la fin de la guerre, il continue à dessiner, bien sûr, et notamment pour les droits civiques, qui sont, contrairement à ce qu'on imagine, c'est une question déjà brûlante dans les États-Unis tout de suite, de l'immédiate après-guerre. C'est pas quelque chose qui a commencé dans les années 50 ou 60. Et il prend déjà fait et cause en 45-46 pour les Nisei. Les Nisei, c'est ces combattants japonais qui se sont couverts de gloire en Italie, qui sont les enfants des Japonais internés dans des camps aux États-Unis pendant toute la guerre, et qui, après la guerre, sont ostracisés, sont complètement mis de côté. Voilà. Et Bill Moldin prend leur défense dans plusieurs dessins, et ça ne plaît pas du tout au syndicat des dessinateurs qui entend censurer certains de ses dessins. Et donc lui dit, il n'en est pas question, il se fâche, il quitte, et il arrête de dessiner pendant une dizaine d'années. Il fait plein de choses, il fait du cinéma, il essaye même de se présenter, enfin il se présente pour l'élection à la Chambre des représentants dans l'État de New York. Bon, il est battu, il est démocrate, il est à fond du côté des démocrates. Et puis il continue plusieurs activités, il passe son brevet de pilote, etc. Et puis au bout de 15 ans, il revient à son premier métier et il travaille pour plusieurs journaux américains, toujours en prenant frontalement les dictateurs, les grosses têtes, ceux qui sont imbus d'eux-mêmes. Il est très...
voilà, il est toujours très sensible aux minorités et au combat pour la justice, parce qu'il sait ce que c'est, il a éprouvé ça lui-même. Et donc il a ce deuxième prix Pulitzer, je crois que c'est 59 ou 60, pour défendre Boris Pasternak. Voilà, qui ne peut pas aller chercher son prix, absolument. Son prix Nobel. Il va faire aussi un autre dessin très connu à la mort de Kennedy, avec la fameuse statue de Lincoln qui se tient la tête, qui a un sublime dessin qui dit tout, il n'y a pas besoin d'en rajouter, comme souvent dans les dessins de Bill Moldin. Exactement. Il fait des dessins contre le McCarthyisme aussi, où il montre Eisenhower fait prisonnier, comme à l'époque avec McCarthy. Voilà, il est vraiment dans cette veine d'Américains démocrates, combattant pour la justice, pour l'égalité des droits. Il n'a jamais été inquiété, lui, dans le cadre du McCarthyisme, Bill Moldin? Non, il est passé à travers les gouttes. Ouais. Donc on vient d'évoquer la carrière de Bill Moldin, à la fois en dessinateur, mais aussi on va dire en agitateur politique, parce que c'est un militant aussi, c'est pas quelqu'un qui est inerte face à la société. Mais il faut parler de sa fin, qui est tragique, puisque il meurt en 2001, il a la maladie d'Alzheimer, il est alcoolique, et il va mourir d'une mort assez insensée. Il est ébouillanté dans son bain. Donc voilà, ce pauvre homme, il a 80 ans maintenant à cet âge-là. C'est ça. Mais sa mort va occasionner des événements assez fabuleux, puisque les vétérans vont lui rendre hommage. Voilà, c'est ça. Alors, il ne meurt pas tout de suite, effectivement. Après avoir été ébouillanté, il vit encore quelques jours, quelques semaines. Je n'ai pas le détail précis. Mais en tout cas, le hasard fait que pendant cette courte période, il y a un vétéran américain qui vient le voir, qui apprend qu'il est dans cette maison, qui ne sait pas du tout dans quel état il est, qui fait 500 km en voiture pour venir le voir, et qui découvre, c'était d'ailleurs un combattant qui n'avait pas été sur le front européen, mais qui avait été dans le Pacifique, mais qui avait été aussi très sensible, parce que c'était à peu près la même condition des soldats d'infanterie, qui découvre Bill Moldin en train de mourir, finalement, et qui diffuse cette information en rentrant chez lui. Il passe du temps avec lui, il arrive à le réconforter. Bill Moldin, qui parlait plus depuis des semaines, se met à dire quelques mots, ils échangent, etc. Bon. Et puis, ce soldat annonce officiellement aux associations d'anciens combattants que Bill Moldin est en train de mourir dans cette maison de retraite de Californie, et que si certains vétérans pour qui il a compté veulent lui témoigner leur affection, il ne faut pas qu'ils traînent trop, parce qu'il n'y en a plus pour tellement longtemps. Et là, il se passe... Alors moi, j'ai déjà le biopic un jour, parce que mon rêve, ça serait de faire le biopic de cette vie incroyable. Et à partir de ce moment-là, vous avez des quantités de soldats qui se déplacent, qui viennent, des vieux messieurs, qui viennent à la maison de retraite et qui apportent leurs petites coupures de presse avec les dessins de Bill Moldin qu'ils avaient eux-mêmes découpés à l'époque, et pourquoi ce dessin était important pour eux, et la maison de retraite se retrouve submergée de vieux messieurs, certains avec leurs calots, qui attendent patiemment dans le hall le moment de pouvoir rester 5 minutes à côté de Bill, qui est dans son lit, lui mettre la main sur l'épaule, parler avec lui quelques minutes, et puis s'en aller. Et il y a aussi des tonnes de courriers qui arrivent. C'est-à-dire tous les jours. Et c'est 15 000 lettres qui arrivent des sacs entiers de courriers. Donc, la maison de retraite n'est pas du tout habituée à ce déferlement de courriers. La famille vient le voir, lui ouvre quelques lettres, lui lit quelques lettres, mais il est là, il n'est pas là, on ne sait pas dans quel état il est. Ils n'arrivent pas à ouvrir toutes les lettres, et ils en confient des caisses entières à son biographe, qui lui va toutes les dépouiller. Mais il y en a une quand même qu'ils arrivent à ouvrir, et qui est sans doute la plus émouvante, parce qu'elle fait référence à un dessin très connu qui est dans le livre Front. Ce dessin qu'on peut peut-être montrer là, si je... Alors, le vétéran qui envoie ce courrier raconte, il envoie à Bill Moldin un dessin qui est celui-ci, en disant que ce dessin, il avait toujours adoré ce dessin parce que lui-même était vétéran de la campagne d'Italie. Il avait eu les pieds gelés, ce qu'on appelle le pied de tranchée à l'époque, où les gars macéraient pendant des heures comme ça dans des trous boueux. Il avait failli être amputé, il souffrait encore 60 ans après la guerre de ses blessures, de ses pieds gelés, et il envoyait
ce dessin avec, dans son envoi, une paire de chaussettes sèches pour Bill Mauldin en cadeau, parce que ce dessin dit, c'est Willie et Joe, c'est les deux copains, et il y a Willie qui dit à Joe, hier Joe, tu m'as sauvé la vie et je t'ai promis que je te revaudrais ça, tiens, voilà ma dernière paire de chaussettes sèches. Ça veut dire que pour des tas de gens aux États-Unis, on ne comprend pas, quand on n'a pas été dans l'infanterie, qu'une paire de chaussettes sèches, ça peut sauver la vie. C'est aussi important que la vie parce que ça peut éviter l'amputation et ça peut sauver une vie. Donc il envoie une paire de chaussettes, 60 ans après, à Bill Mauldin avec son mot, avec ce dessin. Et la famille de Bill Mauldin a voulu qu'il soit enterré avec ses chaussettes aux pieds quand il a été enterré au cimetière d'Arlington quelques jours après avoir reçu ce courrier de ce vétéran. Oui, il est à Arlington en plus. Il est dans il est à Arlington. Le grand cimetière militaire américain. Voilà. Donc c'est ça aussi, c'est une revanche. Alors on n'a pas parlé de sa revanche, enfin sur la vie. C'est à la fois une reconnaissance par ses pairs, parce qu'il va devenir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un des grands caricaturistes américains, un maître pour toute une génération, pour plusieurs générations de dessinateurs. Il prend sa retraite en 91, mais il aura le temps d'aller au Vietnam, il aura le temps d'aller en Corée, il aura le temps puis de continuer à dessiner, pas que des dessins de guerre. Et donc revanche, parce qu'il devient un maître de la caricature et du dessin humoristique aux États-Unis, mais aussi revanche sociale, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que en 1945, quand il gagne ce prix Pulitzer, il devient riche. C'est-à-dire qu'il rentre chez lui, il est marié, il ne sait plus quoi faire de son argent. Il y a 1 300 000 exemplaires de Upfront qui sont vendus dans l'année 45. Les droits sont achetés pour un film. On se l'arrache, il est partout. C'est pour ça d'ailleurs qu'il peut abandonner le syndicat des dessinateurs aussi. Enfin, il l'aurait peut-être fait de son plein gré, indépendamment des histoires d'argent. Mais il revient, il part, il s'engage parce qu'il crève de faim. Et il revient au pays riche et célèbre après avoir combattu. Donc c'est une histoire qui est tellement inattendue. La prophétie de son professeur qui se réalise. Exactement. Exactement. Donc on a parlé de Bill Mauldin, il faut qu'on parle de ses dessins. Donc moi j'ai sélectionné quelques dessins, il y en a 2 autres que vous avez choisis qui sont aussi très importants. Mais moi j'ai choisi des dessins qui montrent aussi le sens de l'humour de Bill Mauldin, son autodérision, et quand on voit les légendes, on va parler des légendes parce que c'est un langage qui est un langage de soldats américains. Ouais. C'est très difficile à lire et à comprendre quand on n'a pas cette culture et à traduire. C'est vrai qu'il a ça aussi, c'est une nouveauté, c'est-à-dire que le langage qui fait parler à ces personnages, c'est toujours un dessin, une légende, pas plus. Le langage, c'est celui qui tient. C'est-à-dire que c'est un broken English, c'est une sorte de pidgin mélangé d'argot, des métallos américains de l'époque. C'est le langage des ouvriers. Et donc, voilà, il les montre dans des situations réalistes, quoi. Enfin, voilà, le premier dessin que je voulais que vous commentiez, c'est celui-là. C'est évidemment, c'est nos 2 amis Willie et Joe qui vont philosopher sur l'importance des objectifs militaires. Voilà. Alors celui-là, c'est Willie qui dit à Joe, ça doit être un objectif très important parce que le vieux, sous-entendu notre officier, nous a dit que nous allions avoir l'honneur de le libérer. Voilà. Donc ça, c'est vrai que pour des officiers, c'était une façon de dire qu'on se foutait un peu de la gueule du monde, quoi, parce qu'avoir l'honneur de le libérer, oui, c'est surtout avoir l'honneur de risquer sa peau et de se faire trouer la paillasse pour prendre un objectif. Donc voilà, ça c'est tout à fait l'esprit de Bill Mauldin à l'époque. Alors aujourd'hui ça a l'air tout à fait anodin. Quand on voit ça, on se dit oui, c'est gentillet, mais c'est là tout l'intérêt. Il faut se replacer dans le contexte de l'époque, surtout. Ça choquait, parce que c'est une remise en cause des officiers, tout simplement. Alors celui-là, moi, il me fait mourir de rire. La légende, c'est « Je viens juste d'arriver, et gars, est-ce que par hasard, t'aurais pas une bonne histoire de guerre à me raconter, quoi ?» Voilà. Et il y en a un qui est barbu, qui est complètement ratiboisé. Et qui est en train de se bourrer la gueule, il est en train de vider sa 2e bouteille, parce qu'il est pieds nus,
Et c'est tout le problème des remplaçants dans l'armée américaine qui arrivaient, qui ne savaient pas du tout à quoi ils allaient s'exposer. Et qu'est-ce que c'est que des bonnes histoires de guerre? Eux, ils reviennent de l'enfer, ils vont y retourner. Et c'est toute la différence entre ces jeunes recrues qui représentent l'arrière-front. Aux États-Unis, c'était ça, des bonnes histoires de guerre, hein, c'est l'aventure. Et puis quand on y est, vous savez, Bill Moldin disait cette phrase qu'on va peut-être mettre en exergue quelque part sur la 4e de couve. Il dit la meilleure façon de devenir pacifiste, c'est de rejoindre l'infanterie. Parce que l'infanterie, c'est vraiment le ras de la misère du soldat, la boue, la peur, la faim, les nuits sans sommeil, l'épuisement physique. On n'en avait jamais parlé avant. Mais c'est vrai ce que vous disiez sur la différence de vision entre l'arrière, les beaux soldats et finalement la vérité. Là, en une image, on a les deux choses. À celui-là aussi, il est vraiment très drôle. Là, je vous laisse traduire parce que là, j'atteins ma limite. Alors là, effectivement, c'est Willie et Joe qui sont dans des trous. C'est sur l'importance des journaux. Il a tout un passage dans Upfront où il raconte l'importance du courrier et des journaux qui arrivent jusqu'en première ligne. Et ça se passe en Italie parce que Bill était sur le front italien pour l'essentiel de son temps en Europe. Et en Italie, à partir du moment où les Américains ont débarqué en Normandie, dans la presse aux États-Unis, il n'y en avait plus que pour la Normandie, la France, etc. Mais on oublie qu'en Italie, ça continuait. Et c'était des combats très violents. Et donc, ils sont en train de lire un magazine, hein, le Daily News, Invasion en France, avec les gros titres, tout se passe en France. Et il y a Joe qui dit, mais putain de bordel, qu'est-ce que c'est le trou le plus important de la guerre? C'est celui-ci, c'est moi qui suis dedans. Donc, voilà. Donc c'est une façon de montrer que la presse aussi braquait pas le projecteur forcément toujours sur ceux qui combattaient. Donc voilà, le trou le plus important, et c'est ça, les gars en première ligne avaient l'impression que Bill Moldin parlait pour eux. C'était leur représentant, c'était leur porte-voix. Il était le seul à dire, bah oui, il y a la France, mais il y a aussi... Alors ça, quand les Américains du Nevada, de Floride, du Kentucky lisaient ça, ils se disaient, ah oui, c'est vrai qu'il y a la France, mais il y en a encore en Italie qui se battent. Hein. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, mon beau-frère, il est en Italie. Voilà. Et là, on parle de lui. Ouais, il y a beaucoup d'humanité toujours dans mais c'est pétri d'humanité. Et chaque dessin, il y a à la fois une histoire particulière et une histoire universelle. Exactement. C'est sa force, c'est de donner une idée de l'ampleur des pertes et de la difficulté de ce que ça a été pour les Américains de ces campagnes que nous, on imagine rapides, victorieuses, etc. Et l'expérience individuelle du combat. Alors, on va finir sur deux dessins que vous avez amenés, un qui est dans Upfront et l'autre qui n'y est pas, mais qui est très important. Je vous laisse le retrouver. Le premier, ça se passe à Naples. Alors, le premier, ça se passe à Naples, et j'en parle abondamment parce que c'est très symptomatique avec l'histoire de Patton. Parce que c'est une véritable histoire aussi. Ça part d'une véritable histoire. Ça part d'une véritable histoire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Naples, ça a été la base arrière. Dès que les Américains ont pris Naples, ça a été assez rapide. Mais après Naples, ils ont piétiné pendant des mois, justement, autour de Monte Cassino, dans les montagnes aux alentours de Naples. Et il y avait des combats terribles. Et Naples était tenu par le général Arthur Wilson, qui était le commandant en chef de la base de Naples, et qui était extrêmement, qui tenait Naples d'une main de fer, c'est-à-dire qui voulait que les rues soient impeccables, que tout soit nettoyé, et surtout que les hommes qui se promenaient dans les rues soient avec leurs uniformes impeccables, la cravate, le casque lustré, enfin, ils devaient être impeccables. Et il avait donné des ordres à la police militaire d'arrêter, de mettre des amendes, etc., à tous ceux qui contrevenaient à cette présentation impeccable du soldat américain. Et ce qui se passait, c'est que régulièrement, les combats avaient lieu un peu plus loin dans les montagnes, et régulièrement, en principe, les gars avaient le droit à 4 jours de permission
tous les 15 jours au front, ou 3 semaines, mais en fait, ça n'arrivait jamais, parce qu'il y avait un problème de sous-effectif dans l'armée américaine, qui fait que les gars étaient maintenus en ligne le plus longtemps possible. Et la seule façon pour eux d'avoir ces 4 jours de perme à Naples, c'était quand vraiment ils étaient au bout du rouleau, qu'ils avaient des engelures, qu'ils étaient en état de choc, qu'ils étaient prostrés dans leur trou, qu'ils laissaient tomber leurs fusils, que leurs officiers ne pouvaient plus leur adresser la parole, qu'ils devenaient mutiques, qu'ils étaient en état de stress post-traumatique. Hein. C'est exactement ça. Là, l'officier disait, bon, allez, descends à Naples, va prendre 4 jours de repos et tu reviens. Et donc, on imagine dans quel état ces types descendaient à pied ou en faisant du stop avec des camions, quelques kilomètres qui les séparaient de Naples. Ils arrivaient dans cette ville dans un état de clochard. Ils sortaient du front. Ils avaient des uniformes déchirés, il manquait des boutons, ils étaient parfois ensanglantés, un peu blessés, etc. Et dès qu'ils tombaient sur une patrouille de MP, qu'est-ce qui se passait? Les MP les coffraient, les ordres d'Arthur Wilson, les emmenaient dans une prison militaire, on leur donnait une douche, on leur donnait des repas chauds, on les bouclait pendant 4 jours, et au bout des 4 jours, on les renvoyait dans les montagnes. Et ça, Bill Mauldin, ça le rendait fou de rage. À juste titre, quand même. Hein. Enfin, c'est inimaginable. Donc il a fait ce dessin où on voit Willie et Joe qui arrivent. Ils sont face à un officier, impeccable, qui est en train de relever sur leurs uniformes tous les... Alors il manque un bouton là, et on suppose qu'il ne va pas tarder à appeler la police militaire pour le foutre. Et il demande sans doute à... Mais comment ça se fait qu'il vous manque des boutons sur votre uniforme, soldat? Et là, Willie ou Joe, je ne sais plus lequel, répond « Ces boutons, mon capitaine, ont été dégagés quand j'ai pris cette ville. » Voilà. Pourquoi il dit ça? Parce que dès que une ville, et pas seulement Naples, était prise par les troupes, les soldats et tous les endroits un peu sympas, les bars, les restaurants, étaient off-limit, c'est-à-dire zone interdite, mais par contre, les officiers, les affaires civiles, l'intendance, eux, y avaient accès. Et ça aussi, oui, c'est une injustice. C'est ce qu'il y a décrit. Voilà, off-limit. Tout devenait off-limit tout de suite. Dès que la ville était prise, il ne fallait surtout pas que le simple troufion puisse en profiter. Par contre, les officiers, oui, ça... Alors, je voudrais qu'on termine notre entretien sur une dernière image, qui est l'image qui a symbolisé le prix Pulitzer, puisque je crois que dans l'annonce du prix, c'est cette image-là qui était associée au prix Pulitzer de Bill Mauldin. Tout à fait. C'est aussi une image qui a fait un peu scandale, puisque quasiment pour une des premières fois, on montrait des Allemands, mais comme des troufions américains, en fait. Crado, clochardisé sous la pluie. Surtout, ce qui est amusant avec cette image, c'est que la légende que Bill Mauldin a mise, ce n'est pas une légende de sa main, c'est un communiqué de presse pour donner un peu l'ampleur de la propagande. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit sur l'image? On voit effectivement 2 soldats allemands faits prisonniers par des Américains, mais quand on regarde d'un premier coup d'œil, on ne distingue pas vraiment tout de suite les bons des méchants, entre guillemets. Hein. On voit bien qu'ils sont tous accablés sous une pluie, tête basse, un peu blessés, voilà. Et donc, le commentaire que Bill Mauldin a fait figurer et qui a fait scandale aussi, Patton était fou de rage quand il a vu ça, c'est les troupes américaines fraîches et glorieuses volent de victoire en victoire et font des milliers de prisonniers allemands harassés et épuisés par les combats. Bon, qu'est-ce qu'on voit? C'est que les pauvres gars, ils sont à peu près dans le même état. Et il n'y a pas chez Mauldin de haine de l'ennemi, justement. C'est ça aussi. Vous parliez d'humanité tout à l'heure. Son humanité, il représente souvent des Allemands. Enfin, il y a plusieurs dessins qui représentent des Allemands. Les combats avaient beau être terribles, il avait eu cette prescience, enfin cette intuition déjà assez rare à l'époque, de se rendre compte que dans l'armée allemande, il n'y avait pas que des nazis fanatiques et que les gars qui étaient il y a des histoires de tranchées où il y a un Allemand qui chante et des Américains qui l'accompagnent à l'harmonica. Enfin, il y avait cette espèce de fraternité d'armes
Alors je ne dis pas qu'il était bien convaincu Oui, oui. qu'il fallait se battre contre les nazis hein, Oui. et éradiquer le nazisme, ça, il n'y a pas de question là-dessus. Mais il y a cette idée quand même que tous les fantassins de base partagent la même merde, la même misère, y compris les Allemands, et c'est ce que ce dessin raconte, et c'est pour ça qu'il a fait scandale aussi. Mais ça lui a en même temps valu le prix Pulitzer. Nicolas, je vous remercie de ce moment passé avec moi pour parler de Bill Mauldin, qui est à la fois un personnage, un grand artiste et quelqu'un de majeur dans l'histoire culturelle américaine, puisqu'il a influencé et il a touché tellement de ces millions de fantassins. Donc c'est quelqu'un qu'il faut absolument connaître. Et c'est un livre qui va être publié par les éditions, je disais, Pierre de Taillac. On ne l'a pas encore parce qu'il est en train d'être imprimé, donc il est bientôt sorti, mais il faudra se ruer dans toutes les bonnes librairies pour découvrir Upfront et pour découvrir Merci pour, Bill Mauldin. Et donc je vous dis à bientôt peut-être. Merci de nous avoir reçus, avec grand plaisir.